Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour un épisode spécial mini. En gros, un sujet abordé sur un temps réduit. Si avec ça et le thème particulièrement putaclic du jour je fais pas un gigabuzz, c'est que vraiment YouTube m'a pas à la bonne. Ou alors je vais me prendre un avertissement pour non-respect de la censure. Vous l'aurez donc compris en matant la vignette, nous allons parler de l'armure bikini. Avant toute chose, il va falloir définir de quoi on parle. Et si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que le thème du jour est composé de deux mots. Une armure, c'est un équipement corporel qui a pour but de vous protéger des dégâts. Et son existence date d'à peu près aussi longtemps que les humains ont commencé à se maraver la gueule. Les types de cuirasses ont évolué depuis l'Antiquité, c'est-à-dire au minimum 1500 ans avant notre ère. Sans parler des différents changements selon les époques, les pays, etc. Aujourd'hui, quand on parle armure, on pense presque toujours instinctivement aux carapaces de plate des chevaliers médiévaux européens. Mais en vrai, il y a eu tout un panel de diversité. Le bikini, quant à lui, est un maillot de bain, notamment imaginé pour la gent féminine, et se démarquant d'une pièce par le fait qu'il existe en deux parties. L'une servant à dissimuler les fesses et le sexe, la seconde à masquer la poitrine. Ouais, ça par contre, Pétalix, c'est pas aussi ancien que l'armure. Alors, oui et non. Ok, là je suis surprise. On a déjà retrouvé des traces de vêtements légers similaires sur des périodes de l'Antiquité, là encore aux alentours de moins 1500. Mais c'était pas un maillot de bain, c'était plus une tenue sportive qu'autre chose. Mais le maillot de bain à la base, c'est pour la natation. Donc techniquement c'est aussi pour le sport, non? Il peut, mais c'est d'abord un habit prévu pour la détente et la baignade. Je vais pas vous refaire l'histoire du maillot de bain, dites-vous juste qu'encore au 19e siècle, on se foutait à la flotte tout en dimanché. Parce que la pudeur à l'époque, voilà quoi. Un peu trop de chair à l'air libre ou des fringues moulants, ça pouvait vous valoir de finir en tôle. Salut le nouveau. Bonjour. Vous êtes? Un meurtrier psychopathe. J'ai tué des hommes, des femmes et des enfants avant de les manger. Et toi? J'ai porté un slip moule bite. Oh mon dieu, quelle horreur! Et non, je déconne pas. Annette Kellerman, championne de natation, a inventé ce qu'on peut considérer comme le tout premier maillot une pièce. Ce qui lui a valu d'être arrêté en 1907 pour indécence. Voilà, ça là, c'est indécent. Ah, il y a eu du chemin de parcouru, on va pas se mentir. Ce n'est que lors des années 1940 que le bikini va faire son apparition en tant que tel, mais ne va vraiment devenir populaire qu'au cours des 60s. Et le nom bikini, il vient d'où? C'est du latin ou... On sait pas trop. Il y a bien une étymologie potentielle, mais j'avoue de pas avoir trouvé de source officielle, donc prenez-la avec des pincettes. Il s'agirait d'une déformation d'un terme mélanésien. Bikini, qui se diviserait en deux mots, pic pour surface ou air, et ni pour cocotier. Mais c'est quoi le rapport avec le maillot de bain? Ah, y'en a pas. Oh. À la base, Bikini est le nom d'un atoll appartenant aux îles Marshall, qui a subi des essais atomiques en 1946. Et donc Louis Réard, l'inventeur officiel du deux pièces, a jugé très malin de l'appeler ainsi en référence, parce qu'il aurait l'effet d'une bombe. Ah ouais, super futé comme réflexion. Bah vu que le terme est toujours utilisé aujourd'hui, il a pas eu si tort que ça. Enfin bref, retournons au thème. L'armure a pour objectif de protéger, et le bikini, d'être au mieux un vêtement de détente et au pire une tenue de sport. Donc comment on fait pour mixer les deux? On y revient plus tard. Mais avant tout, on va aborder un trope assez récurrent dans la fiction, et dont l'armure bikini n'est qu'une microscopique frange. Le stripperifique est un archétype excessivement présent dans la culture populaire, mais dont le nom n'a visiblement pas d'équivalent français. Enfin perso, j'en ai pas trouvé. Pour faire simple, c'est le fait de conférer à des personnages des tenues spécifiques, volontairement sexy. Donc un costume de stripteaseuse, c'est du stripperifique? Pas du tout. Puisque le métier de stripteaseuse, c'est justement son rôle, d'en montrer le plus possible. Là où le stripperifique concerne des habits qui ne sont pas censés être érotisés. Uniformes militaires, de pompiers, de policiers, d'infirmières, de super-héros. À la base, c'est des fringues prévues pour être pratiques, pas pour être sexy.
Par exemple, le stéréotype de l'espionne en combi ultra moulante avec des talons aiguilles en prime, alors qu'on attendrait plutôt d'elle qu'elle se fasse pas remarquer. C'est quoi cette tenue? Le striperifique peut toucher autant les mecs que les meufs, mais vous vous en doutez, les damoiselles en sont beaucoup plus souvent la cible. D'accord, donc l'armure bikini est une forme de stripperifique, mais ce n'est qu'un seul cliché parmi beaucoup d'autres. T'as tout compris. Et maintenant qu'on y revient... L'armure bikini est censée avoir un objectif guerrier. Elle est prévue pour un usage en combat. Si ce n'est pas le cas, alors c'en est pas une. Pour l'exemple, Ayla de Chrono Trigger, oui, elle est très peu vêtue. Et c'est une tenue avec laquelle elle se bat. Mais c'est pas une protection pour autant, donc ça colle pas. L'accoutrement de Leia Organa dans le Retour du Jedi, elle a beau avoir des éléments en métal, c'est pas non plus une armure bikini, puisqu'elle n'est pas faite pour la baston. C'est juste un habit d'esclave sexuel. Et donc l'armure bikini, c'est quoi au juste? Eh bien, comme le sous-entend son nom, il s'agit d'un bikini, généralement en métal ou en cuir, qui a pour objectif de préserver son porteur des dégâts qu'il ou elle pourrait subir sur le champ de bataille. Et si vous êtes un minimum psychorigide comme moi, vous allez instantanément vous dire que c'est une idée de merde! Rappelons-nous, le but premier d'une armure est d'éviter des blessures pour augmenter les chances de survie. Tu te balades avec ça en pleine guerre, tu te retrouves les tripes à l'air au premier coup. Ça protège que dalle! Déjà que les forgerons s'accordent à dire que mouler des nichons sur une armure, c'est pas bon pour la défense. J'ai beau trouver l'inquisitrice Vakir de Warhammer 40k ultra canon et badass, les seins en métal comme ça, non seulement ça sert à rien, mais en plus, ça fragilise l'ensemble. Pourtant, les cuirasses grecques et romaines modelaient les pectoraux, donc en quoi reproduire la poitrine féminine, ça pourrait être davantage défragilisé? Alors, j'ai demandé leur avis à Gabriel Armory et Icarus de l'Histoire appliquée. Pour faire simple, ça c'est une protection moulée, et ça c'est une cuirasse martelée. Et c'est pas du tout la même chose. Donc les plastrons anti-cabiscotto, c'était pas juste de l'apparat, elles étaient très solides, même si elles avaient aussi pour fonction de donner un côté héroïque au Gus qui la portait. Mais représenter un torse idéalisé, c'est pas aussi une manière de sexualiser les porteurs masculins? J'avoue que c'est une bonne remarque. Je vais laisser les spectateurs en débattre dans les commentaires parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pas idiot. Et puis, soyons honnêtes, si tu vas sur le champ de bataille, t'as plutôt intérêt à ce que personne soit au courant que t'es une meuf si tu veux pas devenir une cible de choix. C'est quoi ça, Cathy? Du coton, l'armure pourrait m'abîmer la peau. Ton armure te l'abîmera moins que les coups d'épée de l'ennemi. Par ailleurs, un plastron classique peut tout autant faire le taf pour les deux genres. En général, ils sont bombés, donc vous avez largement la place de glisser les seins derrière, sans pour autant devoir passer en mode bikini ou sculpture moulée. Par exemple, et ça c'est un des points qui m'a le plus fait marrer, le personnage de la sergente Angua von Uberwald dans les Annales du Disque Monde, qui fait partie du Guet, la garde de Ankh-Morpork. Elle apparaît dans l'adaptation du roman Timbré, et malgré le fait que ce soit une parodie, elle porte une protection masculine. Mais ça vient d'où au juste l'armure bikini? Enfin, c'est facile à deviner. Ça vient du Japon. Perdu. Hein? Ouais, même si aujourd'hui le Japon est un grand pourvoyeur d'armure bikini, à la base, ça vient pas de l'archipel. Déjà, on va commencer dans la réalité avec la Rome antique. Et on en profite pour démolir un cliché. Oui, les femmes gladiateurs, ça a existé. Principalement sous le règne d'Auguste. Quant à la tenue qu'elles utilisaient, là par contre, difficile de savoir. Puisqu'on a retrouvé la statue de ce qui semble être une gladiatrice, simplement vêtue d'une culotte de protection. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les meufs combattaient dans l'arène à moitié à poil, ou est-ce que c'est juste le sculpteur qui s'est fait un kiff? Je serais bien incapable de vous le dire. D'un point de vue fictif, en revanche, tout aurait commencé pendant l'été 1934, avec la plus ancienne représentation d'un soutien-gorge en métal dans le magazine Pulp, Oriental Stories. Ceci dit, là encore, c'était pas vu comme une protection, seulement une tenue de danseuse. Mais c'est probablement ce qui a permis l'arrivée de la première armure bikini, avec l'illustration du Fantastic Adventures de janvier 1943. C'est bizarre, je croyais que c'était Red Sonja la première porteuse. Red Sonja est effectivement très connue pour son bikini de combat, et fait même partie de ses principales utilisatrices. Sauf qu'à sa création, elle en avait pas. Quoi? Je déconne pas. Voici Red Sonja dans sa toute première apparition dans le comics numéro 24 de Conan le Barbare en 1973, avec une cotte de maille complète. Et une culotte, mais bon, c'est un détail. Ce ne sera que dans le Savage Sword of Conan de 1974 qu'elle enfilera pour la première fois une armure bikini. Et le Japon, il l'a récupéré comment le concept? Aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est que l'archipel a commencé à s'en servir dans les années 80. Par exemple, dans l'OAV Leda de 1985, le jeu Valise de 86, et même Dragon Quest 3 en 88. Et aujourd'hui, c'est un trope de fanservice assez fréquent dans la culture pop asiatique. Pour finir, ce thème a-t-il beaucoup évolué depuis? Pas vraiment en fait. Le concept de l'armure bikini est tellement simple et précis que
bah soit c'en est une, soit c'en est pas. Y a pas d'entre-deux. À la limite, on peut dire qu'on a quelques sous-catégories comme le bikini côte de maille ou l'armure une pièce, mais dans l'ensemble, bah ça reste un peu toujours la même chose quoi. Bien, on va pouvoir passer au listing des clichés. Alors, vos avis? Non mais vous comprenez rien. Les armures bikini fait surtout là pour favoriser la vitesse. C'est normal qu'il faille être le plus léger possible. Et en plus, ça permet de former les ennemis. Bien sûr. Comme si c'était pas uniquement un vêtement fait par des masqués obsédés qui veulent juste foutre des meufs à poil. Et toi, Yegor, t'as pas d'idée? Bah, je me demandais, est-ce que c'est possible d'avoir une raison valable à l'armure bikini, ou c'est toujours juste un prétexte? T'as pas écouté ou quoi? Au contraire, c'est une très bonne remarque. Bien, alors du coup, on va commencer avec... Bah ouais, c'est mathématique. Ça pèse moins lourd, donc tu deviens plus rapide. Comme ça, t'esquives plus facilement les attaques. Bah dans ce cas, pourquoi mettre une armure tout court? Hein? Si pour toi, la vitesse est à privilégier sur la défense, ce qui est un argument legit, je dis pas, autant se spécialiser dans le port d'armure légère, voire carrément pas d'armure du tout. Comme ça, t'as peut-être aucune protection, mais tu seras pas davantage ralenti. Ouais, mais faut quand même avoir un minimum de défense, des fois que tu te fasses tout fait. Dans ce cas, une cuirasse légère complète sera plus efficace, parce que ton bikini en acier là, effectivement, il va sécuriser ces zones-là. Sauf que si on se fie à l'ouvrage Les blessures de guerre et l'armement Moyen-Âge d'Alain Mounier-Kuhn, bah t'avais plus de chances d'être touché au crâne, au thorax et aux jambes. Après, avis confirmé par certaines de mes amies femmes, se faire frapper les nichons, Ça va être très douloureux. donc y ajouter une protection n'est pas inenvisageable. Prenons l'exemple de Valkyria Chronicles. Dans ce monde, les troupes de Gallia, et notamment les commandos, bénéficient de petites plaques d'acier sur la poitrine. Sauf que d'une part, ce n'est pas le seul et unique vêtement dont ils disposent, mais en plus c'est un élément tout aussi féminin que masculin. Et là oui, je peux comprendre la logique. C'est pas l'essentiel de la protection, et on privilégie l'agilité et la vitesse à la défense, mais on n'envoie pas le soldat complètement à poil non plus. Ouais, ok, mais avec autant de fringues, y a plus moyen de former l'adversaire. Là, t'as pas intégralement tort. Ah non, tu vas pas être d'accord là-dessus. Relax, j'ai dit qu'il se trompait pas complètement, pas qu'il avait entièrement raison. User de son physique pour détourner l'attention d'un ennemi, c'est une possibilité. Après tout, les humains sont majoritairement des obsédés sexuels, donc il est fort probable qu'avec une paire de boobs sous les yeux, certains soient décontenancés, ce qui peut offrir une ouverture. Néanmoins, c'est un avantage relativement restreint et limité. Prenons le cas de Quite. Peut-être qu'effectivement, si un soldat tombe sur une meuf habillée comme ça, il va hésiter plus que de raison avant de tirer, et donc faire une cible facile. C'est par exemple le cas dans le tome 5 de Crossfire. Le personnage de Sophia se dénude essentiellement pour détourner le regard des adversaires, pour avoir l'air le plus sans défense possible, ce qui lui permet de prendre l'avantage. Sauf que si l'ennemi est pas tout seul, bah ses copains ils vont pas attendre longtemps avant de riposter. Donc on est d'accord, le charme en pleine guerre, ça marche pas. Et là arrive le contre-exemple, celui de Eva dans Metal Gear Solid 3, qui a tendance à ouvrir son blouson histoire de montrer ses atouts féminins pour bien capter l'attention. Sauf que ça a pas pour objectif de la protéger des attaques. Mini spoiler, Eva est une espionne et un agent double. C'est donc une manière d'amener les personnes qu'elle croise à se focaliser sur son décolleté plutôt que sur son visage, la rendant ainsi plus difficile à identifier. Est-ce que c'est limité? Bien sûr! Et rien ne garantit que ça fonctionnera. Si Eva tombe sur une femme hétéro ou sur un mec homosexuel, ses seins auront beaucoup moins d'attrait. Avec une armure bikini, c'est pareil. Si tu veux jouer de tes charmes pour désorienter un adversaire, vaut mieux que l'adversaire en question soit attiré par ton physique. Et que ce soit le cas ou non, le problème reste le même. Ta défense va absolument pas protéger les zones les plus sensibles. Donc on en vient à l'unique raison d'existence de ce truc, transformer les femmes en objets sexuels. Je sais pas si l'argument est toujours valable aujourd'hui. Comment ça? Eh bien, dans ses premières apparitions, et jusque dans les années 90 et 2000, oui, ça, aucune hésitation, c'était à 99% pour montrer de la chair à l'écran. Actuellement, ce chiffre a baissé. De combien je serais foutu de le dire, mais ça a changé. Principalement parce qu'avec l'arrivée d'Internet, nous avons davantage développé et partagé nos connaissances sur les stéréotypes, et amené à de véritables réflexions sur certains tropes. Donc oui, l'armure bikini est toujours présente pour le côté sexy, surtout aux dépens des femmes, là où les mecs vont s'arnacher de bonnes grosses cuirasses bien lourdes. Pourtant, la culture pop s'est pas arrêtée à ça, et il y en a qui sont prêts à militer pour que cet archétype ne soit plus limité aux damoiselles, mais étendu à tous les genres. Aujourd'hui, un des principaux usages de ce cliché sera surtout parodique. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Parce que soyons francs, personne n'ignore qu'une armure bikini est davantage un fétiche qu'une vraie protection. C'est tellement évident que tout le monde s'en moque. Bon après, ce point de vue est pas défendu par tout un chacun. Je vais pas rentrer dans les détails, encore une fois j'essaie d'aller vite, donc on va éviter de trop creuser. Mais dans l'ensemble, ça peut gueuler très fort.
Certains sont pour la libéralisation du corps féminin, considérant que les femmes doivent être maîtresses de leur nudité, là où d'autres sont plus dans une optique de déshabiller des meufs et leur donner des tenues érotisantes, c'est leur imposer un rôle d'objet sexuel. Ouais, beaucoup de gens sont très divisés à ce sujet. Et c'est clairement pas moi qui vais apporter la conclusion parfaite qui va rabibocher tout le monde dans un épisode mini. Je propose maintenant qu'on glisse doucement vers le prochain thème à débunker, parce que j'ai pas trouvé de meilleure transition. On peut toujours justifier une tenue ou un cliché fondamentalement sexualisant. Après, est-ce que ce sera bien justifié ou pas? Ça reste à voir. Maintenant, cette argumentation bénéficiera systématiquement de l'aide soit d'une technologie excessivement avancée. Par exemple, dans Cléopatra 2525, les héroïnes jouissent d'un champ de force, donc elles ne comptent pas sur leur fringue pour se protéger. Ouais, enfin, regarde les Halo. C'est pas parce que t'as un bouclier d'énergie que c'est une raison de te balader à moitié à poil. C'est juste. Bon, après, on parle quand même d'une protagoniste qui a été cryogénisée pendant 500 ans suite à une augmentation mammaire. J'ai pas pu voir la série, mais je pense qu'elle s'orientait principalement sur la comédie. Et le principal mec du cast a pas l'air beaucoup plus fringué que les filles, donc Ou alors, on aura recours à la magie, ou un super pouvoir. Par exemple, le personnage de Chanois de Castlevania a le dos nu, parce que tout son talent provient de ses tatouages, qui lui permettent de faire apparaître des armes à volonté. Pareil pour Momo Yaoyorozu, oui, elle est un peu trop sexualisée pour une gamine de 15 ans. Néanmoins, son don est de créer de la matière à partir de sa peau. Il est donc logique qu'elle en ait le plus à l'air libre pour fabriquer ce dont elle a besoin. Même si quelques protections supplémentaires auraient pas été de trop, on est d'accord. Donc d'une certaine manière, la présence d'une armure bikini peut être cohérente, dans certains contextes très particuliers. Par exemple, une idée un peu singulière, parce qu'en l'occurrence, c'est la mienne. Quand j'ai vu la bande-annonce du récent film Red Sonja, j'ai imaginé une justification au port de l'armure bikini par l'héroïne. Pour faire simple, elle se retrouve réduite au rang de gladiatrice et contrainte à enfiler son légendaire attirail. Ça va me protéger? Oh non, d'absolument rien, mais le public va adorer. Il aurait été intelligent, par la suite, que le fait qu'elle continue à la porter ne soit pas dû à un quelconque désir de défense, mais uniquement pour qu'on la reconnaisse. Sire, dans votre colisée, y avait pas une rouquine ultra sexy que vous aviez forcé à se battre en bikini? Si, pourquoi? Parce qu'apparemment, vos troupes sont en train de se faire massacrer par une rouquine en armure bikini. Vous pensez qu'il y a un lien? Eh merde. Malheureusement, c'était pas l'objectif du film. Et encore, j'ai pas abordé le côté volontairement parodique. Par exemple, dans Kill la Kill, où les tenues sont une critique des Magical Girls et jouent avec le principe de la nudité. Je rappelle que dans cet univers, assumer d'être à poil maximise vos compétences. Le tout dans un monde où, spoiler, les vêtements sont à la base des aliens qui ont géré l'évolution de l'humanité. Au point que tu as une faction rebelle nommée Nudist Beach, dont le principal point de ralliement est de se foutre les roupettes à l'air. Ah ouais, quand même. Voilà, si vous me dites que l'armure de Ryuko Matoi est un truc à prendre archi au sérieux, c'est que vous avez rien pigé. Et en plus, l'anime a pas beaucoup de scrupules à régulièrement dessaper les persos masculins. Ok, tu marques quelques points. Mais enfin, tu vas pas me dire qu'il suffit d'apporter un argument pour que ça rende la sexualisation cohérente et acceptable? Oh, pas du tout. Bien au contraire, une mauvaise justification, ça peut même faire empirer le système. Parce qu'autant, je trouve la sexualisation de Kaine et Tubi parfaitement légitime, je vous invite à regarder les chroniques correspondantes pour plus de détails, les liens sont en description. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Vous vous souvenez de Quite? Oui, la militaire qui se bat à moitié à poil. Ce qui a été motivé, attention spoiler, parce que la meuf est une mutante qui respire par la peau. Du coup, faut pas qu'elle ait trop de vêtements, ça pourrait l'étouffer. Oui, enfin, si on suit cette logique, rien que le bikini, les bottes, les barésilles et son putain de gants sur tout le bras, c'est déjà une gêne. Mais ma petite critique favorite, on la trouve dans le comics de The Boys, où le personnage de Stella se voit imposer par ses supérieurs un nouveau costume. String, talons hauts, maquillage et faux ongles, uniquement pour l'érotiser, mais on lui sort l'excuse du « En fait, on a modifié ta biographie, on va dire que t'as été violée et du coup ça t'a rendu plus sombre et plus sexy. D'où la tenue. » Un argument très mauvais, mais malheureusement toujours employé aujourd'hui. Heureusement, l'issue de la BD est plus plaisante. Stella manque de céder sous la pression, et il faut le support de Ren Maeve, la seule autre femme du groupe, pour qu'enfin on lui lâche la grappe, et on la laisse remettre son costume d'origine, celui dans lequel elle se sent le plus à l'aise. Sous-entendu, mesdames, soutenez-vous pour faire face aux emprises de l'industrie. Et voilà! Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le thème du jour. L'armure bikini, ça peut être marrant à utiliser. On peut éventuellement le justifier, à condition d'avoir des grosses motivations irréalistes derrière, mais faut pas oublier qu'en général, c'est surtout que ça tombe toujours sur les femmes. Donc est-ce qu'elles peuvent en avoir marre au bout d'un moment? Ce serait plutôt logique, oui. Wow, c'est moi ça?
pourquoi je suis en bikini? C'est pas un bikini, c'est une tenue de magicienne guerrière. Ok, donc vous avez droit aux armures stylées et moi je combats en bikini. Avis aux hommes, suivre un perso masculin qui se bat en string, ça peut être fun. Je vous invite d'ailleurs à lire le manga Hentai Kamen qui joue complètement avec le principe. Maintenant, si tous les mecs se baladaient sans arrêt en culotte de métal, bah ça finirait juste par être lourd. Et je peux parfaitement comprendre que les femmes aussi, elles en aient marre de voir ce cliché revenir systématiquement. Même si c'est fait beaucoup plus rare et moins pris au sérieux qu'avant. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.